Je regrette que tu ne puisses pas rester un peu, tante Dorothée. Oh. Jeff meurt d'envie de te rencontrer. Et je meurs d'envie que tu le connaisses. Oh, moi aussi, mais ce sera pour une autre fois. Vous pouvez venir me rendre visite chez moi dans le Vermont. Tu as raison, c'est une bonne idée. Mais je ne voudrais pas te déranger. Tu ne me déranges jamais. Quand je donnais encore des cours, j'avais des élèves même pendant le week-end. Ça n'arrêtait pas. Aujourd'hui, c'est bien différent. Je me sens un peu seule. Tante Dorothée? Qu'est-ce qu'il y a? Cet homme-là. Oh non, c'est pas possible. Tu le connais? Deux femmes, un homme, une poursuite au sortir d'une bibliothèque. C'est ainsi que commence notre histoire, ainsi que toutes les histoires de la vie, avec un début, un milieu et une fin. Mais les distances qui séparent le commencement de la fin et la fiction de la réalité peuvent parfois être bien trompeuses, surtout si on les perçoit à travers les prismes changeants de la 5e dimension. Allez, viens. Suivez ce taxi. Raconte-moi vite ce qui se passe. Je jurerais que celui que nous suivons est une de mes vieilles connaissances. J'aurais jamais cru le revoir un jour. Oh, c'est tellement loin. Ça doit remonter à l'automne 1933. Je m'en souviens, je venais à peine de finir mes études à la fac et on m'avait donné ma première affectation dans une petite ville perdue des Appalaches, Powder Ridge, dans l'ouest de la Virginie. Laissez-moi vous aider. Merci. Merci, monsieur. Pas de sac, madame. Oh, je vous remercie. Ah, c'est du plomb que vous avez mis dans votre valise. Oui, je sais, elle est lourde. Ce sont mes livres. C'est vous, mademoiselle Livingston? Oui, c'est moi, Dorothée Livingston. Oh, j'imagine que vous êtes madame... Dorveller Roberta. Oui. Et je vous souhaite la bienvenue. Merci, enchantée de vous connaître. Je peux prendre la valise, madame? Mais oui, bien sûr. Donne-lui la valise, William. Je croyais que vous resteriez un peu plus longtemps. J'ai tellement de questions à vous poser. Je crains que le bébé de ma sœur ne soit pas disposé à attendre longtemps. Mais ne vous inquiétez pas. Je vous ai laissé une note sur mon bureau qui répondra à toutes vos questions. Et je suis sûre que vous, s'il vous plaît, madame. Il faut que je m'en aille. Mais ne vous en faites pas. Ces 3 mois vont passer à toute vitesse et le jour où vous me reverrez, vous serez déçus de me voir revenir si vite. Dans mes notes, je n'ai pas consigné exprès un problème important. Oui. Écoutez-moi, il y a à la maternelle un petit garçon, c'est très important. Il s'appelle Michael Frost. Il aura certainement besoin de se rendre à la bibliothèque assez souvent. Ne vous en faites pas, il a mon autorisation. Vous ne devrez jamais lui en interdire l'accès. Jamais, hein, c'est bien compris. Ça suffit, asseyez-vous maintenant et faites un peu de silence. Allons, dépêchez-vous tous à vos places, taisez-vous, c'est compris? Vous y êtes? Daniel Eledge. Présent. Nathaniel Eledge. Présent. Michael Frost. Présent. Jennifer Hayes. Présent. À mesure de leur expansion, les colonies devinrent vite prospères et indépendantes. Et la Grande-Bretagne fit savoir qu'elles étaient sujettes à la couronne et lui devaient obéissance. Et le gouvernement de Sa Majesté pouvait en tirer le maximum de profit. On peut dire que jusqu'en 1763, le contrôle exercé sur les colonies demeura relativement relâché. Mais après la défaite française en Inde, la Grande-Bretagne décida de rétablir un contrôle efficace et pour financer la guerre, elle exigea que les colonies paient des impôts. Non content de faire payer de lourds impôts aux colons,
Les Anglais envoyèrent une armée entière en Amérique, étant entendu que les colons prendraient en charge leur cantonnement, et ils interdirent aux populations de coloniser l'autre côté des monts Appalaches. Michael Frost. Michael Frost. Oui, madame. Saurais-tu me dire quel est le tracé naturel que les habitants des colonies ne pouvaient franchir sur l'ordre de la Grande-Bretagne? Non, madame. J'en sais rien. J'en ai parlé il y a 2 minutes. Les Appalaches. Je te suggère de t'occuper davantage de mon cours que de choses que tu peux faire chez toi. C'est en 1765 que le... Michael? Michael? Il est temps de rentrer chez toi. Bonsoir, mademoiselle Livingston. Bonsoir! Pour additionner 2 fractions, nous devons d'abord déterminer le dénominateur commun. Lequel d'entre vous voudrait essayer? Moi aussi? Michael? Michael? Tu peux descendre, je voudrais te parler. Michael? Hier soir, j'ai lu avec beaucoup d'intérêt ton dossier personnel et autant que je puisse en juger, il n'y a eu aucun entretien avec tes parents depuis plus de 12 mois. Et j'aurais voulu avoir quelques explications au sujet... Mes parents sont morts dans un accident. Ça va faire 1 an que leur camion a quitté la route. Je suis désolée. Mais alors, qui s'occupe de toi? En ce moment, je vis seule. Enfin, avec mon grand-père. Ah oui. Pourrais-tu dire à ton grand-père de venir me voir? Il faut absolument que je lui parle. De préférence en fin de journée après l'école. Non, non, je regrette. Il a des tas de choses à faire et il n'a pas le temps. Je comprends. Mais alors, s'il te plaît, sois gentil. Dis-lui que je passerai le voir moi-même un de ces jours. Vous ne pouvez pas, c'est impossible. Mais Michael, je... Il vous suffit de lui écrire un petit mot. C'est ce que Madame Dogveller a toujours fait. Je vous jure qu'il le lira. Oui, mais j'ai bien peur que ce ne soit pas suffisant. Faudra vous en contenter, croyez-moi, c'est vrai. Et la princesse savait que c'était le lion qui se dissimulait dans les buissons. Elle était incapable de le voir, mais elle le savait affamé. Elle l'entendait rugir et elle comprit qu'à moins d'un miracle, elle était perdue.
Alors que le soleil disparaissait derrière les montagnes, elle vit la forêt s'assombrir de plus en plus. Et la princesse savait que c'était le lion qui se dissimulait dans les buissons. Elle était incapable de le voir, mais elle savait qu'il était affamé. Elle l'entendit rugir et elle comprit qu'à moins d'un miracle, elle était perdue. Bonne nuit, grand-père. Bonne nuit, mon petit. Qu'est-ce que vous avez entendu? Ce que j'avais déjà lu. Je te demande sincèrement pardon. Quand je me suis arrêtée devant ta maison, je n'avais nullement l'intention d'être indiscrète. Tu peux me croire? Tu ne penses pas que nous devrions parler tous les deux? Vous voyez cet homme âgé? Je vous ai dit que c'était mon grand-père. Oui. Eh ben, c'est pas mon grand-père. Non, c'est mon arrière-grand-père. Il est né en 1793. Il a 141 ans. Michael? Je ne me souviens pas avoir entendu dire qu'un homme de notre monde ait jamais pu atteindre l'âge fantastique de 140 ans. C'est moi qui le maintiens en vie. Comme mon père l'a fait. Et son père. Et le père de son père avant lui. Oui, je le maintiens en vie. En lui racontant de belles histoires. Des histoires? Pas des histoires complètes, mais des histoires inachevées. Comme ça, il tient bon et il continue à vivre. Jusqu'au lendemain où il pourra connaître la suite de l'histoire. Michael, les histoires n'ont pas la faculté de maintenir les gens en vie. Je vous assure que c'est vrai. Chaque soir, je dois terminer l'histoire que j'avais commencée la veille. Et en commencer une autre. Et je prends soin de m'arrêter au milieu du récit. À un moment où il a envie de connaître la suite. Tous les soirs, j'écoutais mon père lui raconter des histoires. C'est lui qui m'avait dit d'écouter. Parce qu'il disait, dans une dizaine d'années, c'est toi qui t'occuperas de lui. Et un jour, leur camion est tombé dans la rivière, à Simpson Bridge. Et ça a été à mon tour de m'occuper de lui. J'ai pas raté un seul soir. Si je comprends bien, tu es obligé d'inventer une nouvelle histoire jour après jour. Il le faut. Michael, en admettant que ce sont toutes ces histoires qui le maintiennent en vie, tout le monde a droit à un certain nombre d'années à vivre. Alors tu ne crois pas qu'il vaudrait mieux le laisser s'éteindre tout naturellement? Je me rappelle un soir où je m'étais couchée tôt. J'ai entendu ma mère dire exactement la même chose à mon père. Et il lui a répondu que aussi longtemps que grand-père serait lucide et en forme, il voyait vraiment pas pourquoi nous, sa seule famille, on ferait pas tout ce qu'on pourrait pour qu'il vive. Il est sous ma responsabilité. Je peux pas le laisser tomber. C'est moi l'homme de la famille maintenant. Il y a eu un accident, mademoiselle, venez vite, dépêchez! Je l'ai pas vu tomber de l'arbre, mais quand il a atterri, je peux vous dire que ça a fait crac. Michael, surtout ne bouge pas. On va s'occuper de toi.
il faut que tu restes allongé. D'accord? Oh, mon bras! Oui, excuse-moi. Reste aussi immobile que possible, Michael. Russell, je voudrais que tu ailles chercher le docteur. Dis-lui que Michael est blessé à la tempe et qu'il a peut-être le bras cassé. Ça va aller. Ne t'en fais pas. Ça va aller. Reste tranquille, le médecin va arriver bientôt. Ah! Laissez-moi tranquille! Ah! Je dois rentrer à la maison! Oui, il a peut-être de mauvaises fractures. Mais j'attendrai avant de me prononcer. Je préférerais le garder chez moi pour la nuit, ainsi je pourrais mieux m'occuper de lui. Faut que je rentre à la Je vous charge de prévenir sa famille. C'est important! Oui, bien sûr, bien sûr. Mademoiselle? Laissez-moi partir, s'il vous plaît! Merci, docteur. Michael, ne t'en fais pas, tu seras vite sur pied. Ne t'en fais pas. Qui êtes-vous? Monsieur Frost? Oui. Je m'appelle Dorothée Livingstone, je suis le professeur de Michael. Oh oui, oui. Il m'a beaucoup parlé de vous. Vous lui avez fait une bonne impression. Je suis venue parce que votre petit-fils a eu un accident à l'école. Michael? Ah, soyez tranquille, ce n'est pas grave. Il est tombé d'un arbre. On a fait venir le médecin et le médecin a dit qu'il ne fallait pas s'inquiéter. Ce petit est un sacré grimpeur. C'est un vrai Frost. Oui, c'est la première fois que je rencontre un Frost capable d'aller se percher sur un arbre. Il doit avoir besoin d'être plus haut que n'importe qui, sans doute. Dites-moi, est-ce que le docteur vous a dit à quelle heure Michael rentrerait à la maison? Il ne pourra pas rentrer ce soir, Monsieur Frost. Le médecin a préféré le garder chez lui en observation jusqu'à demain. Oh mon Dieu. T'es encore en vie? T'as pas eu besoin que je te raconte la suite? Michael? J'avais ramassé ça quand tu étais tombé. J'ai terminé l'histoire que tu avais commencé à écrire hier soir et j'en ai commencé une autre. C'est pas génial? Mais je croyais que vous... Je ne suis toujours pas convaincue que ce sont les histoires qui aident ton arrière-arrière-arrière-grand-père à rester en vie. Mais je l'ai fait juste au cas où.
terminais sans problème ma période de remplacement à Powder Ridge. Mais avant de partir, je fis cadeau de mes livres à Michael en guise de souvenir. J'ai pris le car et depuis ce jour, je ne l'ai plus jamais revu. Je me suis souvent demandé à plusieurs reprises au cours de ma longue carrière de professeur ce qui avait bien pu arriver à ce petit conteur en herbe et à son grand-père. J'ai la conviction que maintenant... Et tu crois que l'homme que nous poursuivons serait... Michael. Mais si son grand-père était âgé de 141 ans en 1933, ça lui ferait aujourd'hui... Ça lui ferait dans les 200 ans. Gardez tout. Merci. Alors, la vieille institutrice ouvrit la porte très doucement. Alors le vieil homme était là. Avait-il atteint l'âge de 200 ans? Je n'en sais rien, maman. Tu connaîtras la suite demain.